Bonjour, Imanol Arinordoki. J'ai joué 3 Coupes du Monde, en Australie en 2003, France 2007 et Nouvelle-Zélande 2011. J'ai 82 sélections à mon actif. Pour moi, une Coupe du Monde, c'est vraiment l'événement majeur, le moment où le monde rugbystique se retrouve autour d'une même compétition. C'est vraiment un événement assez énorme, forcément sportif, mais pas que, où on sent vraiment une ambiance, une convivialité, un engouement des supporters autour de leur équipe assez incroyable. Et c'est vraiment une compétition qu'on rêve de jouer quand on est joueur de rugby. Ouais. Quand on joue ce premier match d'ouverture de Coupe du Monde, ça peut être particulier suivant où on joue cette Coupe du Monde. Pour moi, c'était en Australie et forcément, on représente encore un peu plus son pays puisque voilà, c'est au niveau mondial, on représente la France au niveau mondial et on a vraiment envie de bien faire. Et en même temps, c'est très excitant, il n'y a pas vraiment de pression négative quand on débute cette Coupe du Monde. Bon, honnêtement, moi pour ma première Coupe du Monde, j'avais 23 ans et je pensais vraiment voilà, à mes débuts à l'US Garassi, à me dire est-ce que quand j'ai commencé à jouer au rugby, je me serais vu ici aujourd'hui en Australie jouer ce premier match d'ouverture de Coupe du Monde. J'y croyais pas du tout, donc j'avais vraiment l'impression d'être dans un rêve. Un discours d'avant-match de Coupe du Monde qui m'a marqué, c'est peut-être la préparation du quart de finale contre l'Irlande en 2003. D'une part parce qu'il y avait déjà un groupe qui vivait très bien et où tout le monde voulait amener sa pierre à l'édifice, que ce soit ceux qui jouent, ceux qui ne jouent pas. Et Bernard à l'époque avait mis l'accent un peu sur justement l'équipe qui jouait, qui avait la chance de porter le maillot vis-à-vis de ceux qui ne jouaient pas. Et donc on devait connaître tout sur le bout des doigts. Il y avait eu une sorte d'interro surprise voilà, sur les lancements de jeu, des choses un peu particulières, quelque chose que j'avais jamais vu avant un match. Et je peux te dire qu'il y avait vraiment une ambiance un peu particulière, beaucoup de pression, d'excitation aussi, mais vraiment là, de la responsabilité aussi vis-à-vis des autres. Donc c'était assez sympa à vivre comme moment. Alors la particularité des Coupes du Monde, c'est que moi, en tout cas celle que j'ai eu la chance de jouer, il y a toujours eu un peu deux visages. Si ce n'est peut-être en 2003 où on allait crescendo et où tout se passait bien jusqu'à la demi-finale qu'on perd contre les Anglais. En 2007 ou en 2011, voilà, il y a eu une prise de conscience du groupe, du collectif. Et les joueurs qui ont pris possession un peu de cette Coupe du Monde parce qu'on était vraiment spectateurs et à un moment donné, comme ça n'a pas marché, que ce soit en 2007 par rapport au match d'ouverture contre l'Argentine qu'on perd ou en 2011 les matchs de poule qui ont été catastrophiques. Et derrière, il y a vraiment eu une prise de conscience et des joueurs qui ont eu envie de s'approprier un peu cette Coupe du Monde. Et peut-être que c'est ce qui m'a marqué le plus en 2007, ouais, après ce match d'ouverture contre l'Argentine où on fait un très mauvais match, tous. On passe complètement à côté. Je vois encore nos gueules avant le match pendant l'hymne. On est blanc comme des cachets d'aspirine parce qu'on se rend compte un peu de l'événement et de l'attente qu'il y a des supporters vis-à-vis de notre équipe, alors que nous on avait vécu en vase clos pendant pratiquement 2 mois. Et on n'avait pas pris conscience de l'engouement qui était en train de naître autour de l'équipe. Donc ça nous avait vraiment écrasé. Et suite à ce match, Bernard donc, fait une réunion, un débrief assez posé et ça annonçait quelque chose de peut-être d'un peu plus colérique et donc il réunit les 3 quarts, il dit demain rendez-vous les 3 quarts, je vous amène manger et il rajoute et Imanol tu viens avec nous. Putain là je me suis dit le seul avant qui va aller bouffer avec les 3 quarts avec Bernard quoi. Et donc il nous avait sorti de Marcoussis et il nous avait invités au resto, un repas sous le signe de la convivialité et de l'ouverture où chacun devait un peu s'exprimer et forcément où il nous a allumés. Donc à l'époque ça avait commencé par Pierre Mignoni qui avait débuté d'ailleurs la compétition titulaire et qui avait fini remplaçant voire pas dans le groupe. Et donc ça avait bien frité et j'en avais eu aussi pour mon grade, ouais, donc j'avais aussi chargé. Ouais. Il me demandait pourquoi j'avais été aussi nul sur ce match d'ouverture et donc il m'a mis devant mes responsabilités mais j'ai toujours pas compris pourquoi il m'avait amené seul avec les 3 quarts. Bon, ça m'a mis un bon coup de pression. Et il y en a plusieurs qui m'ont marqué, peut-être d'abord Jean-Baptiste Fuchs, parce que c'était le mec qu'on ne voyait pas pendant 4 ans et puis qui se pointait pour chaque Coupe du Monde. D'ailleurs, il a un surnom, c'est Monsieur Coupe du Monde. Bon, ça, c'était pour une petite anecdote. Mais il était toujours là, il arrivait toujours là présent pour la préparation. Et d'ailleurs, il était tout le temps titulaire. Il a fait 3 Coupes du Monde titulaires. Alors qu'entre ces Coupes du Monde, il n'était pas titulaire. Donc ça, c'est un petit clin d'œil. Jean-Baptiste, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Et après,
Moi, ce qui m'a le plus marqué dans l'histoire, en tout cas des Coupes du Monde que j'ai joué, c'est vraiment en 2003, parce que moi déjà j'étais le bambino, quoi, le petit, avec les anciens, donc forcément il y avait Fabien Galtier, il y avait Fabien Pelouse, il y avait Olivier Brouzet, il y avait Ibagnès, il y avait Olivier Magne, et ils avaient mis en place une commission de discipline, d'accord? Donc tous les soirs avait lieu une commission de discipline, et il y avait 3 mecs qui étaient nominés. Celui qui avait fait une connerie ou qui n'avait pas agi de façon respectable, pardon, ou qui n'avait pas bien représenté l'équipe de France par son comportement ou qui avait raconté une histoire pourrie. Ou, enfin, voilà. Ils avaient à leur disposition ce qu'ils voulaient comme outil pour juger de la nomination de certains joueurs. Et donc chaque soir, il y avait une commission. Alors, je peux te dire que personne n'était en retard parce que c'était à mourir de rire. D'ailleurs, c'était souvent Olivier Brouzet qui présentait ça sous forme de petit journal avec une petite musique, etc. J'en garde un super souvenir parce que déjà tout le monde était à l'heure. Et donc il y avait 3 nominés et les 3 nominés devaient préparer pour le lendemain soir, à leur choix, pardon, un spectacle, une chanson, une histoire à raconter, un sketch. Et donc ils devaient présenter ça. Et donc le lendemain soir, on avait lieu à des scènes assez cocasses et plutôt amusantes au moment du repas. Donc ça se présentait avant le repas. Et celui qui perdait, bien sûr, et devait s'occuper de Diomède à l'époque, le fameux coq qu'on avait. Il était de corvée jusqu'au lendemain, donc il devait lui donner à manger, le sortir, le promener et bien s'en occuper. Et une nomination qui m'a marqué, donc c'était à l'époque, c'était David Ellis avec Jacques Brunel et le gang donc des moustachus qui nous avait fait un YMCA assez historique, ouais, qui avait joué le jeu, donc il faisait partie du staff. Et il s'était vraiment déguisé. Il y avait Bernard Viviès aussi. Et même Bernard Laporte qui les avait accompagnés avec une fausse moustache, il me semble. Donc ça reste vraiment un super souvenir. Comme quoi on pouvait vraiment bien s'amuser, bien vivre à côté du terrain. Et être très serré quand on était sur le terrain. Parce que c'est vrai que sportivement, on arrivait à jouer quand même de façon assez sympa. Ah bon, alors on peut en discuter parce que forcément, si on se réfère à la finale de la Coupe du Monde en 2011, ou pour l'avoir vu dernièrement, parce que j'avais pas regardé ça depuis la Coupe du Monde d'ailleurs, c'est vrai que sur la seconde mi-temps, on peut se dire qu'on peut passer devant. Il y a cette pénalité de François Trendu qui passe à côté. Au vu de la première mi-temps, je crois quand même qu'ils loupent quand même beaucoup de pénalités, sans quoi ils auraient pris le large et ça aurait été quand même bien plus compliqué. Et ce point de différence, pour moi, il est révélateur du fait qu'on en est proche, mais on en est aussi loin. Même si je pense qu'on a eu les armes pour l'être, notamment en 2003 et en 2007, je pense qu'on avait vraiment une très très belle équipe. Mais il nous a toujours manqué quelque chose. En 2003, c'était un manque de puissance parce que le matin de la demi-finale, il commençait à pleuvoir et qu'on n'avait pas de plan B et qu'on ne savait pas comment jouer sous la pluie. On était une équipe qui jouait pratiquement tout à la main. Et on est tombé face à une équipe d'Angleterre qui était moins mobile mais qui était très physique et qui nous a passé sous le rouleau compresseur. En 2007, on fait un exploit face à la Nouvelle-Zélande qui était quand même largement plus forte que nous. Et je crois qu'on y a laissé beaucoup de plumes physiquement et donc derrière ça a été compliqué de rivaliser face aux Anglais. En tout cas on a déjoué. Mais on n'est jamais rentré dans une compétition en se disant c'est sûr qu'on va être en finale, quoi, par exemple. Alors forcément à un moment donné, je pense que ça a joué des tours, quoi. On n'était pas sûr de nos forces, même si en 2003 on sortait d'un grand chelem, on sort d'un tournoi pas terrible. 2007 c'est pareil, on gagne le tournoi mais par goal average préférentiel. Et 2011 on n'est pas du tout dans la compétition et par miracle on arrive en finale. Donc non, je crois que c'est un travail plus profond de réservoir, de résultats, je dirais plus de régularité dans les résultats, dans la performance. Ouais. C'est peut-être ce qui nous manque entre les Coupes du Monde en tout cas, pour rester à un certain niveau et se dire maintenant on a les armes, on a ce qu'il faut pour au moins être dans le dernier carré, voire être en finale. Certainement la dernière, ouais, quand j'embrasse la coupe, parce que je me dis ben, c'est dommage, quoi, on aurait pu vivre un truc sympa tous les deux, et puis on en a été très proches, et puis on se quitte, et puis on se reverra pas, donc c'est vrai que c'est une image qui... Alors sur le moment, c'était pas du tout calculé, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Puis il y en a plein qui m'ont dit mais t'as craqué ou quoi? J'ai dit ben en fait, voilà, elle était là, je savais que j'allais pas la revoir, donc je lui ai fait un petit bisou. Alors peut-être que j'aurais mieux fait par superstition, c'est quelque chose que je voulais pas faire, mais peut-être que j'aurais mieux fait de lui faire avant. Peut-être qu'elle aurait envie de repartir dans mes bras. C'est ce que je me dis, mais ouais, c'est l'image qui me reste, ouais, parce que finalement, c'est symbolique un peu de ce qui s'est passé aussi pendant cette Coupe du Monde, c'est qu'on en était très très loin, cette Coupe du Monde.
Et je ne parle pas que de moi, je parle forcément de tout le collectif, et qu'on a vécu une aventure humaine formidable, hyper enrichissante, où on s'est retrouvés alors qu'on était partis tous dans des directions très opposées. Et en 3 semaines, on a vraiment réussi à changer, à basculer dans un autre état d'esprit, dans une spirale complètement différente, et aller jusqu'à embrasser cette Coupe du Monde, mais pas la ramener à la maison, mais ouais, ça reste quand même un bon souvenir. Ah, ça c'est toujours la question, hein, quand on nous dit « ouais, mais vous, ceux qui avaient joué, qui avaient gagné beaucoup de titres, etc., qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux jeunes ?» Je ne crois pas qu'il y ait de vérité. Moi, la seule vérité, en tout cas, qui m'a accompagné, c'est d'abord de prendre du plaisir, de jamais oublier la notion de plaisir. Pendant ma carrière, elle a été longue, j'ai quand même été pro 17 ans, et je sais que les moments où j'ai perdu de vue un peu cette notion de plaisir, eh bien, ça s'est retrouvé dans ma vie, sur mes performances, et ça a toujours été un moteur, d'une part, et puis d'autre part, ben, forcément de travailler dur, mais bon, ça me semble tellement évident. Après, souvent, il ne faut pas en passer quand on est jeune par une blessure ou autre pour se rendre compte peut-être de la difficulté de jouer à ce niveau-là, parce qu'on peut y arriver très vite, ça a été mon cas. Après, durer, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et si on ne s'entraîne pas une rigueur, en tout cas une discipline, je dirais, de vie, de faire des choses dont on n'a pas envie quand on est jeune, s'étirer, faire de la récup, c'est des trucs cons que je vais dire, mais au bout d'un moment, c'est répétitif, et ça permet en tout cas à un sportif de durer en tout cas au haut niveau. Et puis après, c'est d'être aussi soi-même, voilà, de ne pas essayer de rentrer dans le moule. C'est facile à dire, c'est plus compliqué à faire parce qu'aujourd'hui on essaye de mettre tous les joueurs dans un cadre et dans un moule. Mais voilà, c'est de garder ce qui a fait qu'ils sont arrivés aussi à un moment donné à un certain niveau et qui sont les joueurs qui sont aujourd'hui. Et de pas... alors forcément de travailler certains aspects de leur jeu, que ce soit physique ou technique, mais de jamais oublier ce qui a fait leur force et de le garder parce que ça les amènera plus loin que de prendre des kilos ou de travailler d'autres aspects du jeu, parce que c'est ce qu'ils sont au fond d'eux, et donc ça c'est quelque chose qu'il faut garder, je pense. Ouais. Quand on est un joueur de rugby, il faut garder les souvenirs qu'on a de nos jeunes années, ce qu'on a appris quand on était jeune et ce qui a fait qu'on est arrivé là à un moment donné. Je crois que même si, forcément, quand on est un joueur professionnel et qu'on arrive à un certain niveau, eh bien, il faut être aussi égoïste, il faut penser à soi, à sa performance. Mais il faut que ça soit toujours dans l'intérêt du collectif. Voilà. Il ne faut jamais se souscrire, ou en tout cas s'enlever de cette notion de solidarité. Ouais, c'est quelque chose qui est important, et forcément par rapport à ça, ça veut dire s'impliquer sur le terrain, mais ça veut dire aussi s'impliquer dans la vie hors du terrain pour pouvoir créer une cohésion et un état d'esprit. Moi, je suis peut-être mal placé après pour parler de ça parce que j'ai toujours fonctionné à l'affectif, donc ça m'a toujours porté. Les moments où ça se passait pas bien collectivement, ou en tout cas il y avait moins un état d'esprit ou moins d'affect dans l'équipe, ben, je jouais moins bien, et forcément dans les moments où je me sentais bien dans une équipe ou dans une saison, dans le collectif, je me sentais capable de donner beaucoup plus. Donc c'est quelque chose qui me parle et qui va peut-être pas parler à tout le monde, mais la notion d'état d'esprit, c'est sûr qu'elle est primordiale. En 2011, on a complètement changé d'état d'esprit. On est passé de l'état d'esprit où on faisait tous Calimero, moi le premier, dans son coin, parce qu'on n'arrivait pas à jouer, qu'on faisait de la merde, qu'on ne jouait pas bien, qu'on ne croyait pas peut-être dans le projet de jeu, etc. Mais bon, voilà, c'était toujours la faute du coach ou d'un autre. Et la finalité, c'est qu'on était en train de passer à côté de notre Coupe du Monde, quelque chose qu'on attendait quand même depuis 4 ans. Pour laquelle on avait fait beaucoup de sacrifices et pour laquelle les places étaient quand même chères. Et à un moment donné, il y a une prise de conscience, voilà, collective qu'on a provoquée, hein, mais dans laquelle chacun s'est inscrit dans un projet collectif en se disant peut-être je vais jouer, peut-être je ne vais pas jouer, peut-être je serai remplaçant, mais au moins je vais essayer d'amener quelque chose à l'équipe pour qu'on gagne tous ensemble. Et comme par hasard, ça a commencé à fonctionner. Les donneurs de leçons, il y en a beaucoup, des sélectionneurs, il y en a beaucoup. Des entraîneurs, il y en a beaucoup. Je crois que chaque groupe a son histoire à écrire. Il n'y a pas de vérité. Moi, j'ai joué 3 Coupes du Monde, elles ont été totalement différentes les 3. On n'est pas arrivé très loin du but à chaque fois. Et c'est peut-être l'année où on avait le moins de capacité rugbystique qu'on arrivait le plus près du résultat.
Donc ça veut dire que déjà d'une part tout est possible, mais ça veut dire aussi que forcément pour arriver là, il faut vraiment qu'il y ait une grosse cohésion d'équipe. Ouais. Il faut vraiment, et je crois qu'il faut une notion dont on ne parle plus trop dans le rugby, c'est faire preuve de caractère. Je crois que ça c'est important. Et quand tu me dis que David Marty en 2011 il regrette son comportement, ben oui et non, parce que David il était là avec son caractère, mais son caractère il n'a pas changé, on le connaît. Et quelque part, dans le groupe, il avait aussi une place importante, même s'il ne jouait pas. Donc c'était important justement d'avoir aussi des caractériaux comme lui qui quelque part, ont amené quelque chose dans cette aventure, forcément. Alors, 2007, du coup, on va changer de Coupe du Monde. Il y avait un joueur du Stade Français qui jouait ailier, originaire de Toulon, dont je tairai le nom, bien entendu. Qui forcément vivait sur Paris, donc nous on était un peu enfermés à Marcatraz. Et donc il avait tendance à découcher, voilà, et à revenir le matin pour le petit-déj, alors que nous on restait tous enfermés à Marcoussis. Donc on a eu la bonne idée de s'occuper un peu de sa chambre, de lui refaire un peu la déco. Donc il y a eu plusieurs épisodes. La première fois, donc, on lui a recomposé sa chambre à l'extérieur. Donc un matin, il arrive dans sa chambre, elle était vide, elle était recomposée à côté du lac à Marcoussis sur l'herbe. Donc ça, c'était assez rigolo. Après, on a poussé un peu le truc, on allait à la pêche, on a pêché quelques carpes, donc on lui a mis des carpes dans sa baignoire. On s'est amusé aussi à brosser la bouche, du coup, pas les dents, mais de la carpe avec sa brosse à dents. Ça, il ne le savait pas, donc il s'est lavé les dents quand même avec sa brosse à dents après. Et donc ça, c'est le deuxième épisode. Et le troisième épisode, parce qu'il n'avait pas compris, il continue à découcher quand même. Donc on s'est dit, il va comprendre au bout d'un moment. Donc on a réussi à faire rentrer les cygnes de Marcoussis, parce qu'ils étaient quand même méchants, les cygnes. Et on s'est mis à plusieurs pour faire rentrer les cygnes dans sa chambre. Donc les cygnes ont passé une nuit dans sa chambre. Donc je te laisse imaginer le carnage le lendemain matin quand il arrive dans sa chambre, il y a des plumes partout, plus le reste, plus les cygnes forcément dans sa chambre. Donc voilà, on a réussi à le faire rester ensuite à Marcoussis, mais ouais, il fallait bien qu'on s'occupe. Donc les soirées étaient longues et passer les cartes et les jeux vidéo, voilà. On faisait des activités un peu collectives, c'était sympa.